Un baron veuf découvre une jeune femme blessée devant son manoir et décide de s'occuper d'elle en secret. C'est l'histoire que vous allez entendre aujourd'hui, et je vous garantis qu'elle vous touchera d'une manière inattendue. Imaginez la scène. Une aube glaciale dans l'arrière-pays de l'Auvergne, la brume couvrant les champs environnants, et là, effondrée sur les marches de pierre d'un manoir centenaire, une jeune femme inconsciente, avec des marques de violence sur le visage et les mains. Personne ne sait qui elle est, personne n'a vu d'où elle venait. Et l'homme qui la trouve porte un deuil si lourd que depuis des années, il n'a permis à personne de franchir le portail de cette propriété. Que va-t-il faire? Pourquoi décide-t-il de la protéger? Et surtout, qui est cette femme apparue comme si elle avait été portée par la nuit elle-même? Mais avant de poursuivre, assurez-vous d'être bien attentif et n'hésitez pas à nous faire part de vos impressions. Le village de Saint-Martin-des-Bois s'éveillait lentement ce matin de juin 1928. Le froid mordait la peau et la brume descendait des collines comme un linceul gris qui recouvrait tout. Les rues pavées, les maisons d'époque, la petite église en haut de la place. C'était un petit village, de ceux où tout le monde connaît tout le monde, où les secrets ne durent pas longtemps et les nouvelles courent plus vite que le vent. Au sommet de la colline la plus éloignée, entouré de champs et de forêts denses, se dressait le manoir Saint-Antoine. L'imposante bâtisse, avec ses murs blancs écaillés et ses fenêtres en bois sombre, avait déjà plus de 100 ans. Ses jardins, autrefois impeccables, poussaient maintenant sans contrôle. Les cerisiers donnaient des fruits qui pourrissaient sur le sol. Le portail en fer rouillé grinçait au vent comme une lamentation. C'est là que vivait le baron Henri de Beaumont, un homme de 43 ans qui portait la solitude comme on porte une pierre sur la poitrine. Grand, mince, aux cheveux foncés, avec des mèches argentées sur les tempes. Il était connu au village comme quelqu'un qui avait été gentil, généreux, ouvert. Mais c'était avant de perdre sa femme Clarisse, lors de l'accouchement de leur fils, qui n'avait pas survécu non plus. Cela s'était passé 7 ans auparavant, et depuis, le baron vivait reclus. Henri se réveilla à 5 heures du matin, comme toujours. Il enfila son pantalon de lin sombre, sa chemise blanche à manches longues, ses bretelles en cuir usé. Il n'y avait pas de domestiques logeant au manoir. Il les avait tous renvoyés après la mort de Clarisse. Il acceptait seulement que 2 femmes du village viennent 3 fois par semaine pour nettoyer, laver le linge et préparer les repas. À part cela, il vivait seul. Il prépara du café dans l'énorme cuisine silencieuse. L'odeur forte envahit l'atmosphère. Il le but d'un trait, se brûlant la langue. Il prit la lampe à pétrole, car l'électricité n'avait pas encore atteint cette partie de la propriété, et se rendit sur la véranda avant pour observer le lever du jour. C'est alors qu'il aperçut une silhouette sombre, recroquevillée sur les marches de pierre qui menaient à la porte principale. Au début, il pensa que c'était un animal, mais en s'approchant avec la lampe levée, son cœur s'emballa. C'était une jeune femme allongée sur le côté, les genoux repliés contre la poitrine, les bras essayant de protéger son visage. Elle portait une robe simple déchirée au niveau de la manche. Ses pieds nus étaient sales de terre et de sang. Ses cheveux châtains, longs et emmêlés, couvraient une partie de son visage. Henri resta paralysé un instant, la lampe tremblant dans sa main. Puis il s'agenouilla à ses côtés et toucha son épaule avec précaution. Elle ne réagit pas. Il approcha sa main de son nez et sentit une respiration faible, mais constante. Elle était vivante. Elle avait une coupure profonde au front, la lèvre inférieure fendue, des marques violettes au cou. Ses mains étaient éraflées, comme si elle s'était battue. Il regarda autour de lui. Rien, aucune trace, aucun son, à part le vent dans les arbres et le chant lointain d'un coq. Comment était-elle arrivée là? Qui l'avait blessée de la sorte? Henri n'était pas homme à hésiter. Il glissa ses bras sous son corps et la souleva avec précaution. Elle était légère, presque fragile. Sa tête tomba sur le côté, se posant involontairement sur son épaule. Il la porta à l'intérieur.
Henri monta les escaliers en bois qui grinçaient sous ses pas et emmena la jeune femme dans l'une des chambres du premier étage. C'était une pièce qui n'avait pas été utilisée depuis des années, avec un lit en fer recouvert de draps blancs rangés dans des coffres en cèdre. Les rideaux étaient fermés et l'odeur était celle d'une maison close, mais elle était néanmoins propre. Il la déposa délicatement sur le matelas et alluma 2 autres bougies sur la table de chevet. La faible lumière éclaira son visage. Elle ne devait pas avoir plus de 25 ans. Ses traits étaient délicats, ses longs cils, sa peau claire, mais salie par la terre et la sueur. Henri descendit à la cuisine et revint avec une bassine d'eau tiède, des linges propres, de l'iode et des bandages. Il avait appris quelques notions de premiers secours dans sa jeunesse, lorsqu'il travaillait dans les fermes familiales avant d'hériter du titre de baron. Il n'était pas médecin, mais connaissait les bases. Il s'assit au bord du lit et commença à nettoyer son visage par mouvements lents et délicats. Il retira la terre, le sang séché. La coupure au front était vilaine, mais pas aussi profonde qu'elle paraissait. Il appliqua de l'iode et elle gémit doucement, mais ne se réveilla pas. Puis il nettoya ses mains. Ses ongles étaient cassés. Il y avait des égratignures aux poignets. Henri fronça les sourcils. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un lui avait fait ça. Il la couvrit d'une couverture de laine et resta assis au bord du lit, l'observant respirer. La lumière du matin commençait à filtrer à travers les fentes des rideaux. Il ne savait pas quoi faire. Devait-il appeler quelqu'un, le gendarme, le médecin du village? Mais quelque chose en lui disait que non. Quelque chose qu'il ne savait pas expliquer. C'était peut-être la façon dont elle était recroquevillée sur ses marches, comme si le monde entier lui avait tourné le dos. C'était peut-être parce qu'il comprenait ce que c'était que d'être abandonné seul, sans endroit où aller. Il décida d'attendre au moins qu'elle se réveille et raconte ce qui s'était passé. Henri passa le reste de la journée au manoir, toujours à proximité. Il changea les compresses, vérifia la fièvre qui commença à monter en fin d'après-midi, prépara du bouillon de poulet, mais elle ne se réveilla pas pour le prendre. La nuit tomba et il traîna un vieux fauteuil dans la chambre et y dormit, le corps tordu et la conscience agitée. Au milieu de la nuit, elle bougea. Henri se réveilla instantanément, se leva et alla jusqu'au lit. La jeune femme ouvrit les yeux lentement, confuse, effrayée. Elle regarda autour d'elle sans comprendre où elle était. Quand elle vit Henri, tout son corps se raidit et elle tenta de s'éloigner mais gémit de douleur. « Calmez-vous », dit-il d'une voix basse et ferme. « Vous êtes en sécurité. Personne ne vous fera de mal ici. » Elle le regarda fixement, la respiration rapide, comme un animal acculé. Henri fit un pas en arrière, montrant ses mains vides. « Je vous ai trouvé évanoui à l'entrée de ma maison. Vous étiez blessé. Je me suis juste occupé de vos blessures, rien de plus. » Elle continua de le regarder sans rien dire. Puis, ses yeux se remplirent de larmes et elle tourna la tête sur le côté, comme si elle ne supportait pas d'être vue. Henri attendit. Il ne la força pas. Il tira simplement le fauteuil et s'assit de nouveau, gardant ses distances. « Mon nom est Henri, dit-il. Ceci est le manoir Saint-Antoine. Nous sommes aux environs de Saint-Martin-des-Bois, en Auvergne. Savez-vous où vous êtes ?» Elle ne répondit pas. « Connaissez-vous votre nom ?» Silence. Henri soupira. « D'accord, vous n'avez pas besoin de parler maintenant. Mais vous devez manger quelque chose. Je vais chercher du bouillon, il est chaud, il vous fera du bien. » Il descendit à la cuisine, réchauffa le bouillon qu'il avait préparé et revint avec une tasse de porcelaine. Il la posa sur la table de chevet et retourna au fauteuil. La jeune femme regarda la tasse, puis lui. « Vous pouvez boire, » dit Henri. « Il n'y a rien de mal. » Elle hésita, mais la faim dut l'emporter. Elle tendit une main tremblante, prit la tasse et but de petites gorgées. Elle ferma les yeux et une larme coula sur son visage. Henri détourna le regard, lui donnant de l'intimité. Quand elle eut fini, elle remit la tasse et se recroquevilla sous la couverture. « Merci », murmura-t-elle. Sa voix était rauque, faible, mais claire. Henri hocha la tête. « De rien. » Et ainsi commença.
Les jours suivants furent marqués par un silence lourd et plein de sens. Henri maintenait sa routine. Il se levait tôt, préparait le café, montait la nourriture à la jeune femme 3 fois par jour. Elle mangeait peu, parlait encore moins. Il n'insistait pas, il posait simplement le plateau, changeait les bandages si nécessaire et repartait. Elle n'avait pas dit son nom. Henri ne posa plus la question. Il l'appelait simplement « Mademoiselle » quand il avait besoin de lui parler. Elle acceptait sans discuter. Le 3e jour, elle réussit à s'asseoir sur le lit sans aide. Le 5e, elle se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, observant les champs qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. Henri la vit de loin, arrêté à la porte de la chambre, mais n'entra pas. Elle avait besoin d'espace. Le 7e jour, elle parla. Henri était en train de changer l'eau de la bassine quand il entendit sa voix, basse, mais ferme. « Pourquoi faites-vous cela ?» Il s'arrêta, se retourna lentement. Elle était assise sur le lit, les jambes croisées, la couverture sur les épaules. Son visage portait encore des marques, mais les hématomes jaunissaient. La coupure au front commençait à cicatriser. « Faire quoi ?» demanda-t-il. « Me cacher, me nourrir, prendre soin de moi ?» Elle le regarda fixement. « Vous ne savez même pas qui je suis. » Henri posa la bassine par terre et s'assit dans le fauteuil, gardant la distance dont elle semblait avoir besoin. « Je ne sais pas, admit-il, mais je sais que vous étiez blessé et que personne ne mérite d'être jeté par terre seul, en sang. Vous auriez dû me conduire à la gendarmerie ou à l'hôpital. Aurais-je dû ?» Elle détourna le regard. « Peut-être. Voulez-vous que je le fasse ?» Silence. « Non, dit-elle finalement. Henri hocha la tête. « Alors je ne le ferai pas. » Elle se mordit la lèvre, hésitante. « Il pourrait me chercher. »« Qui ?» Elle ne répondit pas. Henri se pencha en avant, appuyant ses coudes sur ses genoux. « Écoutez, je ne vous forcerai pas à parler, mais si vous avez peur de quelqu'un, si quelqu'un vous a blessé, vous pouvez rester ici le temps qu'il faudra. Personne n'entre dans ce manoir sans ma permission, et je n'ai pas l'intention de dire à qui que ce soit que vous êtes ici. »« Pourquoi ?» insista-t-elle. « Pourquoi vous souciez-vous » Henri resta silencieux un long moment, puis se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant dehors. « Parce que je sais ce que c'est d'être invisible. Je sais ce que c'est quand le monde décide que vous n'avez plus d'importance. » Elle observa son dos, sa posture rigide, le poids qu'il portait. « Vous avez perdu quelqu'un » dit-elle doucement. Henri ne se retourna pas. « Oui, et vous pensez que me sauver fera revenir cette personne. » Il tourna le visage, la regardant par-dessus son épaule. « Non, mais peut-être que cela me rappellera que je suis encore humain. » Les mots restèrent suspendus dans l'air. Elle baissa la tête. « Mon nom est Hélène. » Henri se retourna complètement. « Hélène » répéta-t-il. Le nom sonna étrange dans sa bouche après si longtemps, sans prononcer un nom féminin avec tendresse. « Je n'ai pas de nom de famille, » continua-t-elle. « Ou plutôt j'en ai un, mais je ne l'utilise plus. Je ne veux plus l'utiliser. »« C'est d'accord. J'ai fui, » dit-elle, et sa voix trembla. « J'ai fui un mariage. Mon père m'a promis à un homme que je ne voulais pas. Un riche fermier, plus âgé, violent. J'ai dit « Non, il n'a pas accepté. La veille du mariage, il est venu chez moi. A essayé de me forcer, a dit que j'étais déjà à lui de toute façon. » Henri serra les poings. « J'ai résisté, » continua Hélène. « Je me suis battue. J'ai réussi à fuir. J'ai couru sur la route dans le noir sans savoir où j'allais. Je suis tombé plusieurs fois. Je ne sais pas combien de temps j'ai marché. Je sais seulement que quand j'ai vu ce manoir éclairé au loin, j'ai pensé que ça pouvait être un refuge. Et puis je me suis évanouie. » Elle leva les yeux et ils étaient pleins de larmes contenues. « Vous m'avez sauvé et je n'ai aucun moyen de vous payer. » Henri revint au fauteuil et s'assit. Il la regarda avec une gravité qui perçait profondément. « Vous ne me devez rien, Hélène, absolument rien. » Elle essuya ses larmes du revers de la main. « Mais je ne peux pas rester ici pour toujours. Vous n'avez pas besoin de décider cela maintenant. Et s'il vient me chercher ?»« S'il vient, » dit Henri avec un calme glacial, « je m'en occuperai. » Hélène le crut. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle pourrait peut-être respirer. Au fil des jours, une routine silencieuse et étrangement confortable commença à se former à l'intérieur du manoir Saint-Antoine.
Henri se réveillait toujours avant le lever du soleil, préparait le café dans la grande cuisine vide, montait un plateau pour Hélène. Elle était déjà éveillée la plupart du temps, assise à la fenêtre, observant les champs qui s'étendaient comme une mer verte sous la lumière dorée du matin. Il ne parlait pas beaucoup. Henri déposait le café, le pain beurré, parfois un fruit. Hélène remerciait d'un signe de tête. Il redescendait, mais peu à peu, les mots commencèrent à apparaître, petits, épars, mais sincères. « Le café est bon, » disait-elle. « C'est de la ferme ?» il répondait. « Planté ici même. Vous vous en occupez seul ?» « J'ai quelques hommes qui viennent pendant la récolte, mais oui, la plupart du temps, je suis seul. » Elle regardait autour d'elle la chambre propre, le lit fait, les rideaux rapiécés. « Vous faites tout seul ici aussi ? J'ai 2 femmes qui viennent 3 fois par semaine, Madame Amélie et sa fille, Jeanne. Elles nettoient, lavent le linge, ils me préparent les repas. » Hélène se tendit. « Elles viennent aujourd'hui ? » ?»« Non, seulement mercredi. » Elle se détendit un peu, mais Henri le remarqua. « Vous n'avez pas à vous inquiéter, elles ne montent jamais ici. Elles ne travaillent que dans la cuisine et les parties inférieures. Et même si elles montaient, je verrouillerais cette porte. » « Vous leur faites confiance ?» Henri réfléchit. « Je leur fais confiance pour faire leur travail et partir. Elles ne posent pas de questions, c'est tout ce dont j'ai besoin. » Hélène acquiesça mais semblait toujours inquiète. Henri réalisa qu'elle avait besoin de faire quelque chose. Rester enfermée dans cette pièce toute la journée commençait à l'étouffer. Alors, un après-midi, il monta avec une pile de livres sous le bras. « Je pensais que vous voudriez peut-être lire quelque chose, » dit-il en posant les livres sur la commode. « Ce sont des livres qui appartenaient à ma femme, des romans, de la poésie, quelques livres d'histoire. Choisissez ce que vous voulez. » Hélène se leva et se dirigea vers les livres. Elle passa les doigts sur les reliures usées, prit un exemplaire de Gustave Flaubert, un autre de Victor Hugo. Elle aimait lire, dit Hélène, plus comme une affirmation que comme une question. Elle aimait beaucoup. Comment s'appelait-elle ? Clarisse. Hélène serra le livre contre sa poitrine. Vous l'aimez toujours ? Henri ne détourna pas le regard. Je l'aimerai toujours. Elle acquiesça, respectant la douleur qu'il n'avait pas besoin d'expliquer. Merci pour les livres. Henri sortit, mais cette fois, il laissa la porte entr'ouverte. Une invitation silencieuse pour qu'elle sache qu'elle pouvait sortir si elle le voulait. Cette nuit-là, Hélène descendit les escaliers pour la première fois. Elle marchait lentement, pieds nus, se tenant à la rampe. La maison était silencieuse. Elle vit de la lumière provenant de la bibliothèque et s'y rendit. Henri était assis dans un fauteuil en cuir usé, lisant à la lumière d'une lampe à pétrole. Il leva les yeux quand il la vit à la porte. « Vous n'arrivez pas à dormir ?» demanda-t-il. « Vous ne voulez pas de compagnie ?» Elle hésita, puis entra, s'assit dans l'autre fauteuil de l'autre côté de la table basse où reposait la lampe. Ils restèrent ainsi longtemps sans parler, existant simplement dans le même espace, chacun perdu dans ses propres pensées, mais d'une certaine manière moins seul. « Vous lisez tous les soirs ?» demanda-t-elle finalement. « La plupart du temps, je ne dors pas très bien. Moi non plus. » Henri ferma le livre. Cauchemar, souvenir. Qu'est-ce qui est pire ? Il comprit. « Voulez-vous que je prépare une tisane ? La camomille aide un peu. » J'accepte. Henri alla à la cuisine et revint avec 2 tasses de tisane chaude. Ils burent en silence, et pour la première fois depuis qu'Hélène s'était réveillée dans ce lit, elle ressentit quelque chose de semblable à la paix. Les jours suivants, cela devint une routine. Hélène descendait le soir, s'asseyait dans la bibliothèque avec Henri. Parfois, ils parlaient, parfois ils lisaient simplement dans un silence partagé. Il ne la pressait jamais, n'envahissait jamais son espace, et peu à peu, elle commença à s'ouvrir. « J'ai grandi dans une petite ferme près de Val-d'Or », raconta-t-elle un soir. « Mon père avait quelques terres, mais il n'était pas riche. Quand il est tombé malade, nous nous sommes endettés. C'est là qu'est apparu le colonel Auguste Fournier. Il a proposé de tout payer. En échange, je l'épouserai. »
Et votre père a accepté? Il n'avait pas le choix, ou il pensait ne pas l'avoir. Et vous? Hélène serra la tasse entre ses mains. J'ai dit que je préférais mourir, mais personne ne m'a écouté. Henri se pencha en avant. Vous avez fait la bonne chose en vous enfuyant. Oui. Elle leva les yeux. Mon père doit être désespéré. Ma mère doit avoir honte. Et le colonel, il n'abandonnera pas facilement. Il sait où vous êtes? Non, j'ai couru à travers la forêt. Je n'ai pas suivi la route. Je doute que quelqu'un m'ait vu. Alors vous êtes en sécurité ici. Hélène voulait le croire, mais la peur habitait toujours ses os. Le mercredi arriva avec le chant des coqs et l'odeur de terre mouillée. Henri se réveilla plus tôt que d'habitude et monta dans la chambre d'Hélène avant même l'aube. Il frappa doucement à la porte. « Hélène » aplatit la voix basse. « Madame Amélie et Jeanne vont arriver d'ici peu. Il vaut mieux que vous restiez ici et que vous ne fassiez pas de bruit. » Elle était déjà éveillée, assise sur le lit. « D'accord. Je vais verrouiller la porte de l'extérieur. Juste par précaution. Je reviens dès qu'elles seront parties. » Hélène hocha la tête. Henri verrouilla la porte, descendit les escaliers et commença à préparer la maison pour l'arrivée des deux femmes. Madame Amélie était une femme d'une 50aine d'années, petite, forte, avec des mains calleuses et un regard attentif. Jeanne, sa fille, avait une 30aine d'années. Elle était mince et calme, mais travaillait vite. Elles arrivèrent à 7 heures du matin, comme toujours, apportant des paniers de pain frais, de fromage et de légumes. « Bonjour, monsieur le baron » salua madame Amélie avec respect. « Bonjour, madame Amélie, Jeanne. » Elles entrèrent, déposèrent les paniers dans la cuisine et commencèrent leur travail. Henri resta dans la bibliothèque, feignant de lire, mais en réalité attentif à tout bruit venant de l'étage. Tout se passait normalement. Madame Amélie lavait la vaisselle, Jeanne balayait le sol. Mais alors, au milieu de la matinée, de violents coups résonnèrent à la porte principale. Henri se leva immédiatement, marcha jusqu'à la porte et ouvrit. De l'autre côté se tenait un homme grand, barbu, au chapeau de cuir, vêtu de vêtements d'équitation. À ses côtés, 2 hommes de main armés. « Bonjour » dit l'homme avec un sourire qui n'atteignait pas les yeux. Je suis le colonel Auguste Fournier. Je cherche une jeune femme. Elle a fui ma propriété il y a quelques jours. Cheveux châtains, yeux clairs, très jolie. Par hasard, l'avez-vous vue par ici? Henri garda une expression neutre. Non, je n'ai vu personne. Le colonel regarda autour de lui, essayant de voir à l'intérieur de la maison. Vous vivez seul ici? Oui, un grand manoir pour un seul homme. C'est mon manoir. Le colonel fit un pas en avant, intimidant. Écoutez, baron, avec tout le respect que je vous dois, cette jeune femme est ma fiancée. Elle a disparu la veille du mariage. Sa famille est désespérée. Si vous savez quoi que ce soit, il vaut mieux me le dire maintenant. Henri ne recula pas. J'ai dit que je n'ai vu personne. Et maintenant, si vous me permettez, j'ai du travail à faire. Le colonel serra les dents. Je repasserai par ici. Et si je découvre que vous mentez, vous le regretterez. Bonne chance dans votre recherche, colonel. Henri lui claqua la porte au nez. À l'intérieur, il respira profondément. Il entendit les chevaux s'éloigner. Il attendit d'être sûr qu'ils étaient partis. Et ce n'est qu'alors qu'il monta les escaliers. Il déverrouilla la porte de la chambre d'Hélène, entra. Elle était adossée au mur, pâle, tremblante. « C'était lui ?» demanda Henri. Elle acquiesça. « J'ai entendu sa voix d'en bas. » Henri referma la porte derrière lui. « Il ne vous trouvera pas, je le promets. Il n'abandonne jamais Henri. Jamais. Alors je devrais m'assurer qu'il n'ait jamais de raison de revenir ici. » Hélène le regarda, et il y avait de la peur dans ses yeux, mais aussi quelque chose d'autre. Confiance, espoir. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle de nouveau. Henri s'approcha, mais garda une distance respectueuse. « Parce que vous ne méritez pas de vivre dans la peur. Personne ne le mérite. » Des larmes coulèrent sur le visage d'Hélène. « Je ne sais pas comment vous remercier. Il n'y a pas besoin. »
Elle essuya ses larmes. Si, il y a besoin, mais je ne sais pas comment. Henri fit un pas en arrière. Restez en vie, restez en sécurité. C'est tout ce dont j'ai besoin. Et il quitta la chambre, la laissant seule avec ses pensées. En bas, Madame Amélie observait tout depuis la fenêtre de la cuisine. Madame Amélie n'était pas une femme à poser des questions, mais elle n'était pas aveugle non plus. Elle travaillait au manoir Saint-Antoine depuis 4 ans, peu après la mort de la baronne Clarisse. Elle connaissait les silences de cette maison, les grincements du plancher, les habitudes du baron Henri, et ce matin-là, quelque chose était différent. Elle avait entendu la conversation à la porte. Elle avait vu la tension dans le corps du baron quand il avait fermé la porte après le départ de cet homme. Et plus important encore, elle avait remarqué quelque chose qui n'aurait pas dû être là, une tasse de tisane en plus dans l'évier, une qui n'était ni la sienne, ni celle de Jeanne, ni celle du baron. Elle était cachée derrière les autres, mais Madame Amélie avait l'œil exercé. Quelqu'un d'autre était dans cette maison. Elle ne dit rien, lava simplement la tasse, la rangea dans l'armoire et continua son travail comme si de rien n'était. Jeanne, qui était plus distraite, ne remarqua rien. Mais Madame Amélie avait remarqué et décida de se taire. Pour l'instant. Quand elles eurent terminé leur travail, les 2 femmes prirent congé du baron et partirent par le chemin de terre qui menait au village. Le soleil était déjà haut et la chaleur commençait à se faire sentir. « Maman, dit Jeanne en marchant, monsieur le baron est différent, tu ne trouves pas ?»« Différent comment ?»« Je ne sais pas, mais attentif. » Comme s'il cachait quelque chose. Madame Amélie lança un regard d'avertissement à sa fille. « Ce n'est pas notre affaire ce qu'il fait ou ne fait pas. Nous travaillons là-bas, nous sommes bien payés, et c'est tout. Ne nous mettons pas à inventer des histoires. Je n'invente rien, j'ai juste trouvé ça étrange. Alors arrête de trouver. » Jeanne se tut, mais la curiosité restait vive dans ses yeux. Pendant ce temps, au manoir, Hélène descendait les escaliers avec précaution. Henri était dans la cuisine, préparant le déjeuner. Elle s'arrêta à la porte, l'observant. « Puis-je vous aider ?» offrit-elle. Henri se retourna, surpris. « Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Je sais, mais je veux aider. Je suis fatigué de rester inactive. » Il hésita, puis hocha la tête. « D'accord, vous pouvez couper ces pommes de terre. » Hélène prit le couteau et commença à éplucher les pommes de terre avec des mouvements incertains. Henri remarqua qu'elle savait ce qu'elle faisait. « Vous cuisiniez chez vous ?» demanda-t-il. « Oui, ma mère m'a appris. Elle disait que toute femme devait savoir se débrouiller. Votre mère était sage. » Hélène sourit légèrement, mais le sourire ne dura pas. « Elle doit être inquiète pour moi, peut-être, mais elle doit aussi comprendre pourquoi j'ai fui. Je ne sais pas. Elle n'a jamais remis en question mon père. Elle faisait toujours ce qu'il disait. » Henri remuait les haricots sur le poêle à bois. « Il y a des gens qui apprennent à obéir parce qu'ils pensent ne pas avoir le choix. Mais vous n'êtes pas comme ça. Je ne sais pas si c'est bien ou mal. C'est bien, ça signifie que vous êtes maîtresse de vous-même. » Hélène arrêta de couper les pommes de terre et le regarda. « Vous pensez vraiment ça ?» « Oui. » Elle recommença à couper, mais maintenant il y avait un petit sourire sur ses lèvres. Ils cuisinèrent ensemble dans un silence confortable. Quand le déjeuner fut prêt, ils s'assirent à la grande table de la cuisine et mangèrent. Ce n'était pas formel, il n'y avait pas de cérémonie, c'était juste 2 êtres humains partageant un repas. « Merci, » dit Hélène après un moment. « Pourquoi ? » « De me traiter comme une personne, pas comme un fardeau, pas comme une chose. » Henri la regarda. « Vous n'avez jamais été un fardeau, Hélène, et vous ne le serez jamais. » Ses yeux brillèrent, mais elle ne pleura pas. Elle hocha simplement la tête et continua de manger. Cet après-midi-là, pendant qu'Henri travaillait sur les livres de comptabilité de la ferme dans la bibliothèque, Hélène explora la maison, marcha dans les couloirs silencieux, observa les portraits sur les murs, passa ses doigts sur les lourds rideaux, s'arrêta devant un grand portrait dans le salon. C'était une femme magnifique, aux cheveux blonds attachés en un élégant chignon, une robe bleue, un sourire doux. Clarisse. Hélène resta là,
regardant la femme qu'Henri avait aimée. Elle ne ressentit pas de jalousie. Elle ressentit du respect et une profonde tristesse pour quelqu'un qu'elle n'avait jamais connu. « Elle est magnifique », dit Henri derrière elle. Hélène ne fut pas surprise. Elle continua simplement de regarder le portrait. Elle l'était, et elle paraît si douce. Elle était très douce, très généreuse. Vous devez beaucoup lui manquer. Elle me manque tous les jours. Hélène se tourna vers lui. Je suis désolé. Henri haussa les épaules. La vie est ainsi. On perd. Et puis, on apprend à vivre avec la perte. Ou on essaie. Vous y arrivez? Il la regarda. Il la regarda vraiment. Et pour la première fois depuis des années, il répondit avec honnêteté. Je commence à essayer de nouveau. Hélène comprit ce qu'il ne disait pas, et son cœur se serra. Les jours se transformèrent en semaines, mai devint juin, et le froid d'Auvergne s'intensifia. Les matins se levaient avec de la brume couvrant les champs, et le brouillard mettait du temps à se dissiper. À l'intérieur du manoir Saint-Antoine, cependant, il y avait une chaleur différente. Ce n'était pas la chaleur du feu dans la cheminée, bien qu'il y eût du feu. C'était la chaleur de deux personnes qui, petit à petit, apprenaient à se faire confiance. Hélène ne restait plus enfermée dans la chambre. Pendant la journée, tandis qu'Henri s'occupait des affaires de la ferme, elle nettoyait la maison, cuisinait, organisait. Il tenta de protester, de dire qu'elle n'avait pas besoin de faire tout cela, mais elle insista. « Ça me fait du bien d'avoir quelque chose à faire, dit-elle. Ça me fait me sentir moins inutile. » Henri ne discuta plus. Le soir, il s'asseyait dans la bibliothèque. Parfois, il parlait de petites choses, du temps, des livres qu'il lisait, de souvenirs d'enfance qui ne faisaient plus autant mal. D'autres fois, il restait simplement en silence, chacun perdu dans ses propres pensées, mais réconforté par la présence de l'autre. C'est lors d'une de ces nuits qu'Henri parla finalement de Clarisse. « Nous nous sommes rencontrés à une fête à Vichy », commença-t-il, regardant le feu dans la cheminée. « J'avais 28 ans. Elle en avait 24. Ce fut le coup de foudre, du moins pour moi. » Hélène écoutait en silence, sans interrompre. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard. Ce furent 5 années heureuses, très heureuses. Et puis elle est tombée enceinte. Sa voix vacilla. Elle était si heureuse. Moi aussi. Nous avions choisi un nom, préparé la chambre, acheté des vêtements de bébé. Tout était parfait, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Il ferma les yeux. L'accouchement fut difficile, très difficile. Le médecin a dit que c'était normal, que ça passerait, mais ça n'a pas passé. Elle a trop saigné. Le bébé n'a pas survécu, et elle est devenue trop faible. Elle est morte 3 jours plus tard. Hélène sentit les larmes brûler ses yeux. Henri. Il ouvrit les yeux et la regarda. Je n'ai pas pu la sauver. Je n'ai pu sauver aucun des deux. Et depuis, j'ai renoncé à vivre. J'existais seulement. Je me réveillais, mangeais, dormais, mais je ne vivais pas. Et maintenant, demanda Hélène d'une voix douce. Henri la regarda fixement. Maintenant, je ne sais pas, mais je sens que quelque chose a changé. Leurs yeux se rencontrèrent, et un instant, le monde s'arrêta. Mais Henri détourna le regard et se leva. Il est tard. Vous devriez vous reposer. Hélène acquiesça, même si elle ne voulait pas partir. Elle se leva aussi et se dirigea vers l'escalier, mais avant de monter, elle se retourna. « Merci de me faire confiance. » Henri hocha simplement la tête. Elle monta les escaliers et il resta seul dans la bibliothèque, regardant le feu, sentant quelque chose en lui commencer à décongeler. Le lendemain, alors qu'Henri était dans les champs à superviser le travail de quelques colons, Hélène décida de ranger la bibliothèque. Elle dépoussiérait les étagères quand elle trouva une boîte en bois cachée derrière les livres. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, il y avait des lettres, beaucoup de lettres, toutes écrites de la main de Clarisse. Hélène hésita, sachant qu'elle ne devrait pas lire, mais la curiosité fut plus forte. Elle en prit une et la lut. « Mon cher Henri, aujourd'hui, je me suis réveillée en pensant à toi. C'est amusant comme même en étant à tes côtés toutes les nuits. Tu me manques encore pendant la journée. Tu es mon soleil, mon havre de paix, mon foyer.
Je t'aime plus que les mots ne peuvent le dire. Ta Clarisse. Hélène sentit sa poitrine se serrer. Clarisse aimait profondément Henri, et il l'aimait aussi. C'était beau et douloureux. Elle remit la lettre, ferma la boîte et la replaça là où elle était. Ce n'était pas bien de lire davantage, mais maintenant elle comprenait mieux. Elle comprenait la douleur d'Henri. Elle comprenait pourquoi il s'était fermé si longtemps et elle comprenait aussi qu'il commençait à s'ouvrir de nouveau à elle. Et cela l'effrayait parce qu'elle aussi commençait à ressentir quelque chose qu'elle ne devrait pas ressentir. C'était un après-midi gris de juin, lorsque le colonel Auguste Fournier revint. Cette fois, il ne vint pas seul. Il amena 6 hommes armés, tous montés sur d'imposants chevaux. Ils montèrent la colline en formation, comme s'ils allaient à la guerre. Henri les vit arriver depuis la fenêtre de la bibliothèque. Son sang se glaça. « Hélène !» appela-t-il, montant rapidement les escaliers. « Le colonel est revenu avec plus d'hommes. Vous devez vous cacher. » Son visage pâlit. « Où ?» Henri réfléchit vite. Le sous-sol a une trappe dans le garde-manger de la cuisine. Personne ne sait qu'elle existe. Allons-y. » Ils descendirent en courant. Henri ouvrit la trappe qui était recouverte d'un vieux tapis. En dessous, il y avait une échelle en bois qui menait à un sous-sol sombre et humide. « Descendez, ne faites pas de bruit. Ne sortez pas avant que je vous appelle. » Hélène hésita. « Et s'il vous fait du mal, il ne le fera pas. Je ne le permettrai pas. » Elle descendit. Henri referma la trappe et la recouvrit du tapis. Puis, il se dirigea vers la porte d'entrée et attendit. Les coups furent forts et agressifs. Henri ouvrit la porte. Le colonel Auguste était là, avec ce faux sourire sur les lèvres. « Bon après-midi, baron, je suis de retour. »« Je vois. »« Puis-je entrer ?»« Non. » Le sourire du colonel disparut. « Écoutez, baron, je ne veux pas de problèmes avec vous, mais cette jeune femme est à moi. Elle a disparu de ma propriété et je suis sûr qu'elle est ici. Et qu'est-ce qui vous rend si sûr ? Parce que j'ai enquêté, j'ai posé des questions et on m'a dit que vous viviez seul, mais que ces derniers jours, vous avez été vu achetant trop de nourriture pour une seule personne et que votre servante a commenté qu'elle avait entendu des pas à l'étage alors qu'il ne devrait y avoir personne là-haut. Henri sentit la colère monter en lui, mais garda sa voix calme. Votre informatrice se trompe. Alors vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que je jette un coup d'œil à l'intérieur de la maison. Si, c'est ma propriété et vous n'avez pas l'autorisation d'entrer. Le colonel fit un pas en avant, intimidant. Je peux obtenir une autorisation du gendarme, du juge. J'ai de l'influence, baron, bien plus que vous, peut-être. Mais jusqu'à ce que vous obteniez cette autorisation, ma maison reste ma maison, et je n'autorise pas votre entrée. » Le colonel serra les dents. « Vous protégez une fugitive, c'est un crime. Seulement si elle était ici, ce qui n'est pas le cas. Alors vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que je poste mes hommes pour surveiller votre propriété jour et nuit jusqu'à ce qu'elle apparaisse. » Henri serra les poings, mais garda son sang-froid. « Faites ce que vous jugez nécessaire, mais n'envahissez pas ma propriété. » Le colonel sourit de nouveau, mais cette fois c'était un sourire de pure menace. « Vous le regretterez, baron. Vous le regretterez amèrement. » Il tourna le dos et monta à cheval. Il fit un signe aux hommes et ils se dispersèrent autour du manoir, montant la garde. Henri ferma la porte et respira profondément. Cela devenait dangereux, très dangereux. Il alla au garde-manger et ouvrit la trappe. « Hélène, vous pouvez monter. » Elle monta en tremblant. « J'ai tout entendu. Il n'abandonnera pas. » « Je sais. » Henri la tint par les épaules. « Mais je n'abandonnerai pas non plus. Vous êtes en sécurité ici, je le promets. Et s'il obtient cette autorisation, alors nous devrons trouver une autre solution. » « Laquelle ?» Henri ne répondit pas car il ne savait pas. Les jours qui suivirent furent les plus difficiles qu'Henri ait affrontés depuis la mort de Clarisse. Le manoir redevint silencieux, mais cette fois le silence était différent. Il était vide, c'était la pure solitude. Il se réveillait tous les matins en espérant entendre ses pas dans la cuisine, en espérant la voir assise à la fenêtre en train de lire, en espérant l'odeur du café qu'elle préparait, mais il n'y avait rien, seulement le vide. Les hommes du colonel continuèrent à monter la garde pendant encore une semaine. Puis,
Quand ils réalisèrent que rien n'allait se passer, ils s'en allèrent. Le colonel apparut une dernière fois furieux. « Elle s'est enfuie, n'est-ce pas ?» l'accusa-t-il. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous l'avez aidée à s'enfuir. Prouvez-le. » Le colonel grogna, mais il n'avait aucune preuve, et sans preuve, il ne pouvait rien faire. « Cela ne restera pas ainsi, baron. Je la trouverai, et quand je la trouverai, je ferai en sorte qu'elle paie pour m'avoir déshonoré. »« Si un jour vous la trouvez, » dit Henri d'une voix glaciale, « il faudra d'abord passer sur mon corps. » Le colonel eut un sourire cruel. « Vous pouvez croire que ce serait un plaisir. » Et il partit. Henri resta seul, plus seul que jamais. Les jours devinrent des semaines, juin devint juillet. L'hiver s'installa vraiment et Henri reprit sa routine d'avant, se réveiller, s'occuper de la ferme, lire le soir, mal dormir. Mais maintenant, il y avait une différence. Maintenant, quelqu'un lui manquait et cela faisait plus mal que la solitude qu'il connaissait déjà. Madame Amélie venait travailler comme toujours. Un jour, elle apporta des nouvelles. La demoiselle est bien arrivée à Paris. Elle m'a envoyé un message par l'intermédiaire de ma cousine qui habite là-bas. Henri ressentit un immense soulagement. Elle va bien. Oui, elle a trouvé un emploi dans une famille. Elle y vit en sécurité. Merci, Madame Amélie, pour tout. De rien, Monsieur le baron. J'ai fait ce qui était juste. Henri acquiesça. Mais savoir qu'Hélène allait bien ne comblait pas le vide qu'elle avait laissé. 3 mois plus tard, en septembre, Henri reçut une lettre. Il n'y avait pas d'expéditeur, mais il reconnut immédiatement l'écriture. C'était celle d'Hélène. Ses mains tremblèrent en l'ouvrant. « Cher Henri, j'espère que cette lettre vous trouvera bien. Je ne sais pas si je devrais écrire, mais je ne peux pas rester sans vous donner de nouvelles. Je suis à Paris, comme Madame Amélie a dû vous le dire. J'ai trouvé un emploi dans une bonne maison. La famille est gentille. Ils me traitent bien, mais vous me manquez tous les jours. À chaque aube, je pense à vous. Je me demande si vous mangez bien, si vous dormez, si vous lisez toujours tous les soirs dans la bibliothèque. Je sais que je n'ai pas le droit de ressentir ce que je ressens. Vous m'avez sauvé, protégé, et je devrais être reconnaissante et rien de plus. Mais je n'y arrive pas, car ce que je ressens va au-delà de la gratitude. Je vous aime, Henri. Je sais que c'est mal. Je sais que vous aimez toujours Clarisse, et tout va bien. Je n'attends pas que vous ressentiez la même chose. J'avais juste besoin de vous le dire, car garder cela en moi me tuait. Si vous ne voulez pas répondre, je comprendrai. Et si vous voulez que je n'écrive plus jamais, dites-le moi. Mais sachez que où que je sois, une partie de moi sera toujours avec vous. Avec tout mon amour, Hélène. » Henri lut la lettre 3 fois. Puis il s'assit dans le fauteuil de la bibliothèque et pleura. Il pleura parce qu'elle était loin. Il pleura parce qu'elle lui manquait aussi. Il pleura parce qu'elle avait dit ce qu'il n'avait pas eu le courage de s'admettre à lui-même. Lui aussi l'aimait, et cela l'effrayait, car il s'était promis de ne plus jamais aimer, de ne plus jamais se permettre de ressentir cette douleur. Mais le cœur n'obéit pas aux promesses. Il prit du papier et une plume et commença à écrire. « Chère Hélène, votre lettre m'est parvenue aujourd'hui et m'a fait réaliser quelque chose que je niais depuis des mois. Je vous aime aussi. Je ne sais pas quand cela a commencé. Peut-être cette première nuit où vous êtes descendu à la bibliothèque et nous sommes restés assis en silence. Peut-être quand vous m'avez demandé pourquoi je faisais cela. Peut-être quand vous avez cuisiné avec moi pour la première fois. Je ne sais pas. Je sais seulement que maintenant, sans vous, cette maison est redevenue une tombe. Et je ne veux plus vivre ainsi. J'aime toujours Clarisse, je l'aimerai toujours, mais cela ne signifie pas que je ne peux pas vous aimer aussi. Le cœur a de la place pour plus d'un amour, et le mien a de la place pour vous. Rentrez à la maison, Hélène, s'il vous plaît. Rentrez à la maison. Je vous attends avec tout mon amour, Henri. » Il envoya la lettre le lendemain et attendit. 2 semaines plus tard, un matin de soleil pâle et de vent glacial, Henri entendit le son d'une charrette monter la colline. Il était sur la véranda, en train de prendre son café quand il vit. C'était Madame Amélie, et à côté d'elle, sur le banc de la charrette, se trouvait Hélène. Son cœur s'arrêta. Elle descendit de la charrette avant même qu'elle ne s'arrête complètement. Elle courut.
Elle courut comme si sa vie en dépendait, et Henri courut aussi. Ils se rencontrèrent au milieu du chemin, et il la prit dans ses bras et la fit tourner en l'air, riant et pleurant en même temps. « Vous êtes revenu ? Je suis revenu. Vous ne repartirez plus, plus jamais. » Ils se regardèrent, et puis, finalement, Henri fit ce qu'il voulait faire depuis des mois. Il l'embrassa, et ce fut comme si le monde entier se remettait en ordre. Madame Amélie, depuis la charrette, sourit et hocha la tête. « Grâce à Dieu, » murmura-t-elle, et s'en alla, les laissant seuls. Hélène ne revint pas comme une invitée. Elle revint comme maîtresse de maison, comme compagne, comme la femme qu'Henri aimait. Ils ne se marièrent pas immédiatement. Ils savaient que le village allait parler, que les gens allaient juger, mais ils ne s'en souciaient pas. Ils vivaient, simplement, ils vivaient. Hélène s'occupait de la maison, cuisinait, plantait des fleurs dans le jardin qui était mort depuis des années. Henri travaillait dans les champs, riait plus, souriait plus. Le soir, il s'asseyait dans la bibliothèque comme avant, mais maintenant elle s'asseyait sur ses genoux et il l'embrassait entre deux pages. Un jour, elle dit « Croyez-vous que Clarisse serait fâchée contre moi ?» Henri la regarda surpris. « Pourquoi ? Parce que je suis ici à sa place. » Henri prit son visage entre ses mains. « Vous n'êtes pas à sa place, Hélène. Vous êtes à votre propre place. Et Clarisse, je pense qu'elle serait heureuse, parce qu'elle m'aimait, et qui aime veut voir la personne heureuse, même si c'est avec une autre personne. » Hélène sourit, les yeux pleins de larmes. « J'aime penser comme ça. » Alors, pensez-y. Et ils s'embrassèrent de nouveau. 6 mois plus tard, ils se marièrent. Ce fut une cérémonie simple à l'église de Saint-Martin-des-Bois. Peu de gens furent présents. Madame Amélie et Jeanne étaient là, quelques ouvriers agricoles et personne d'autre. Mais pour eux, c'était parfait, car ils n'avaient pas besoin d'approbation, pas besoin d'une grande fête. Ils n'avaient besoin que l'un de l'autre. Et ils l'avaient. La vie continuait paisiblement au manoir Saint-Antoine. Hélène et Henri construisirent une routine qui mêlait travail et amour. Des petits déjeuners préparés à 4 mains et des soirées à la bibliothèque où ils parlaient maintenant de tout. De la ferme, de leurs projets d'avenir, de rêves qui auparavant semblaient impossibles, mais la paix ne dure jamais éternellement. C'était un après-midi d'octobre quand le colonel Auguste Fournier apparut de nouveau, cette fois seul. Il arriva monté sur un cheval noir, sans homme de main, sans menace visible, mais la menace était dans ses yeux. Henri le vit par la fenêtre et sortit à sa rencontre avant qu'il n'arrive à la maison. Il ne voulait pas qu'Hélène le voie. « Que voulez-vous » demanda Henri sans cérémonie. Le colonel descendit de cheval avec des mouvements calculés. « Je viens vous faire une proposition. Je ne suis pas intéressé. Vous ne savez même pas ce que c'est. Peu importe, la réponse est non. » Le colonel sourit, mais c'était un sourire froid. « Je sais qu'elle est ici, baron. Je sais que vous vous êtes mariés. On en a parlé au village. Madame Amélie n'est pas aussi discrète qu'elle le pense. » Henri serra les poings. « Et alors, techniquement, elle m'est toujours promise. Son père a signé un contrat. Elle s'est enfuie avant de le respecter. De tels contrats ne valent rien. Ils valent devant la loi, devant l'Église et devant la société. » Henri fit un pas en avant. « Dites-moi tout de suite ce que vous êtes venu dire. » Le colonel croisa les bras. « Je peux détruire votre vie, baron. Je peux répandre que vous avez enlevé une fiancée promise, que vous avez utilisé votre position pour la manipuler. Je peux faire en sorte que tout le monde dans ce village vous tourne le dos. Et pourquoi ne l'avez-vous pas encore fait? Parce que je veux vous donner une chance. Donnez-moi 20 000 francs. Je considérerai la dette de son père comme réglée et je ne réapparaîtrai plus jamais ici. » Henri le regarda avec mépris. « Vous voulez me faire chanter. Appelez ça comme vous voulez, c'est la proposition. Et si je n'accepte pas ?» Le colonel s'approcha, baissant la voix. « Alors je reviendrai avec des avocats, avec un juge, avec le gendarme, et je la prendrai de force, et vous ne pourrez rien faire. » Henri sentit la colère monter, mais avant qu'il ne puisse répondre, il entendit la voix d'Hélène derrière lui. « Ne lui donnez rien, Henri. » Il se retourna. Hélène était sur la véranda pâle mais ferme. « Hélène, rentrez. »« Non. »
Elle descendit les marches et s'approcha de lui. Elle regarda le colonel sans peur. « Je ne suis pas votre propriété. Je ne l'ai jamais été et je ne le serai jamais. » Le colonel rit, mais c'était un rire sans humour. « Quel joli discours! Mais cela ne change rien au fait que vous me devez et je réclamerai mon dû. » « Je ne vous dois rien, dit Hélène. Mon père a signé ce contrat sans mon consentement. Je ne vous dois aucune explication. La loi dit que si. Alors changez la loi, répliqua-t-elle, car je ne reviendrai pas. Et si vous essayez de me prendre de force, il faudra me tuer d'abord. » Le colonel la regarda avec un mélange de colère et de surprise. Il ne s'attendait pas à cette réaction. Henri se positionna devant Hélène. « Vous l'avez entendu ? Maintenant, quittez ma propriété et ne revenez pas. » Le colonel les regarda tous les deux, puis monta à cheval. « Ce n'est pas fini, dit-il. Vous le regretterez. » Et il partit. Henri se tourna vers Hélène, inquiet. « Vous n'auriez pas dû venir, et vous laisser affronter cela seul, jamais. » Il la serra fort dans ses bras. « Il mettra ses menaces à exécution. Je sais, mais nous les affronterons ensemble. » Et ils les affrontèrent. 2 semaines plus tard, le colonel mit ses menaces à exécution. Il apparut avec un avocat, des documents et une ordonnance judiciaire pour qu'Hélène lui soit remise, se basant sur le contrat signé par son père. Henri ne recula pas. Il engagea le meilleur avocat qu'il put trouver à Montpellier, un homme appelé Maître Auguste Lemaire, connu pour défendre des causes difficiles. L'affaire fut portée devant le tribunal de Saint-Martin-des-Bois. Tout le village fut en effervescence. C'était le scandale de l'année. D'un côté, le colonel Auguste Fournier, homme riche et influent. De l'autre, le baron Henri de Beaumont, veuf reclus, qui avait épousé une fugitive. Le jugement eut lieu un matin froid de novembre. Le tribunal était bondé. Des gens de toute la région étaient venus assister. Hélène était aux côtés d'Henri, vêtue simplement, mais dignement. Il lui tenait fermement la main. L'avocat du colonel argumenta que le contrat était valide, que la famille d'Hélène avait accepté la dot, qu'elle avait l'obligation de le respecter. Maître Lemaire argumenta qu'Hélène était majeure, qu'elle avait le droit de choisir qui épouser, qu'aucun contrat ne pouvait forcer une personne à se marier contre sa volonté. Le juge, un homme âgé, au regard fatigué, écouta tout en silence. Puis il demanda à parler à Hélène. « Mademoiselle, ou plutôt, Madame Hélène, dit-il, que avez-vous à dire à ce sujet ?» Hélène se leva. Sa voix trembla au début, mais devint ensuite ferme. « Je ne suis pas un objet, monsieur le juge. Je ne suis pas du bétail que l'on peut marchander. Je suis une personne et j'ai le droit de choisir ma propre vie. Mon père a eu tort de me promettre sans mon consentement. Et j'ai choisi de fuir parce que je savais que si je restais, je serais malheureuse ou morte. » Le tribunal resta silencieux. « Le colonel dit que vous l'avez déshonoré, » continua le juge. « Ce n'était pas mon intention de déshonorer qui que ce soit. Je voulais juste être libre. » Le juge la regarda longuement, puis regarda le colonel, puis Henri. « La décision sera rendue dans 3 jours. » Et ainsi se termina la séance. Les 3 jours furent les plus longs de la vie d'Hélène et Henri. Ils dormirent à peine, mangèrent à peine, restèrent ensemble tout le temps à se soutenir. « Et s'il décide en faveur du colonel ?» demanda Hélène un soir. « Il ne le fera pas. »« Mais et s'il le fait ?» Henri la regarda dans les yeux. « Alors, nous nous enfuirons très loin, où personne ne nous trouvera. »« Vous feriez ça? Vous laisseriez tout derrière vous? »« Pour vous? Oui. » Elle pleura et l'embrassa. Le 3e jour, ils retournèrent au tribunal. Le juge lut la sentence. « Après avoir soigneusement analysé les arguments des 2 parties, j'ai décidé que le contrat signé par le père de Madame Hélène n'a aucune validité juridique, étant donné qu'elle n'y a pas consenti. De plus, elle est majeure et a le droit de choisir qui elle souhaite épouser. Par conséquent, je rejette la demande du colonel Auguste Fournier. Le mariage entre Madame Hélène et le baron Henri de Beaumont est légitime et valide. » Le tribunal explosa en murmures. Hélène et Henri s'embrassèrent, pleurant de soulagement. Le colonel se leva, furieux.
et sortit en claquant la porte. Ils avaient gagné, mais la victoire eut un prix. Le colonel, humilié et furieux, commença une campagne silencieuse contre Henri et Hélène. Il répandit des rumeurs dans le village. Il dit qu'Hélène était une prostituée, qu'Henri l'avait achetée, que le mariage était une farce. Beaucoup de gens crurent, leur tournèrent le dos, cessèrent de faire des affaires avec Henri, cessèrent de les saluer dans la rue, mais certains ne crurent pas. Madame Amélie, qui continuait de travailler au manoir, défendait le couple chaque fois qu'elle entendait quelque chose. Jeanne aussi. Et peu à peu, d'autres personnes commencèrent à voir la vérité, car Hélène ne se cachait pas. Elle marchait dans le village la tête haute, aidait les pauvres, visitait les malades, travaillait à l'église, et Henri continuait d'être l'homme juste et honorable qu'il avait toujours été. Peu à peu, les rumeurs perdirent de leur force et la vérité prévalut. Le colonel, voyant que sa vengeance ne fonctionnait pas, abandonna finalement. Il vendit ses terres et quitta Saint-Martin-des-Bois, et il ne revint jamais. Les années passèrent. Henri et Hélène vécurent ensemble, heureux au manoir Saint-Antoine. Ils eurent 2 enfants, un garçon appelé Pierre et une fille appelée Clarisse, en hommage à la première épouse d'Henri. Hélène n'eut jamais de jalousie, au contraire, elle appréciait que sa fille porte ce prénom, car elle comprenait que l'amour ne diminue pas quand il est partagé. Il grandit. Le manoir redevint un foyer. Les enfants couraient dans les couloirs en riant. Les jardins refleurirent. La musique résonna de nouveau, et Henri, qui pensait qu'il ne serait plus jamais heureux, découvrit qu'il était possible de recommencer. Un soir, de nombreuses années plus tard, lui et Hélène étaient assis sur la véranda, regardant le coucher de soleil sur les champs. « Vous regrettez quelque chose ?» demanda-t-elle. « Quoi ?» ?»« De m'avoir aidé, d'avoir affronté tout cela. » Henri la regarda et sourit. « Pas un seul instant, même avec tout ce que nous avons traversé, surtout à cause de tout ce que nous avons traversé, car chaque difficulté nous a rendus plus forts, chaque bataille nous a unis davantage. » Hélène appuya sa tête sur son épaule. « Je vous aime. Moi aussi je vous aime. » Et qu'ils restèrent là ensemble, regardant le soleil se coucher. 2 survivants, 2 cœurs qui se sont rencontrés quand ils en avaient le plus besoin. 2 âmes qui, contre toute attente, ont retrouvé le chemin de la maison. Hélène avait 63 ans lorsqu'elle écrivit ses mémoires. Henri venait d'avoir 80 ans. Leurs enfants étaient déjà adultes, avec leur propre vie. Les petits-enfants couraient dans le manoir, qui était de nouveau plein de vie. Elle écrivait à la main avec la même écriture délicate que toujours. C'est l'histoire d'un baron veuf qui me trouva blessé devant son manoir et décida de s'occuper de moi en secret. Mais c'est aussi l'histoire de 2 cœurs brisés qui se sont guéris mutuellement, de la façon dont l'amour peut naître dans les endroits les plus improbables et de la façon dont parfois ce qui semble être la fin n'est qu'un début. Si vous lisez ceci, qui que vous soyez, sachez que peu importe à quel point la nuit est sombre, il y a toujours une lumière quelque part. Parfois, cette lumière est une personne, et parfois cette personne apparaît exactement quand vous en avez le plus besoin. Henri m'a sauvé, mais je l'ai aussi sauvé, parce que l'amour n'est pas un aller simple. C'est une route que l'on construit ensemble, pierre par pierre, jour après jour, et nous avons construit la nôtre, et elle nous a ramenés à la maison. Hélène ferma le carnet et regarda par la fenêtre. Henri était dans le jardin, jouant avec les petits-enfants. Il leva les yeux, la vit à la fenêtre et lui fit un signe. Elle lui rendit son signe, souriante, et réalisa que de toutes les histoires qu'elle aurait pu vivre, celle-ci était la meilleure de toutes, parce qu'elle était réelle, elle était la sienne, et elle était l'amour. Et ceci, mon ami G, est l'histoire du baron Henri et de la jeune Hélène. Une histoire de courage, de renouveau et d'un amour qui a vaincu tous les obstacles. Si cette histoire a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, laissez en commentaire ce que vous avez le plus apprécié. Était-ce le courage d'Hélène, la protection d'Henri ou la fin heureuse que nous méritons tous? Et si vous voulez continuer à entendre des histoires comme celle-ci, d'amour véritable, de lutte réelle et de fin qui réchauffe le cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche.
car comme Henri et Hélène, nous méritons tous de trouver notre propre histoire d'amour et qui sait, elle est peut-être plus proche que vous ne l'imaginez. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. À la prochaine histoire.